Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter la carte STM32F407 et ses diverses fonctionnalités. Donc voici la carte STM32F407 que nous allons utiliser pour les TP de IF71, IF72 et SM57. Elle se compose en deux parties. Une première partie qui est la partie principale que je dessine ici avec le stylo, qui va être composée du microcontrôleur STM32F407 ainsi que de différents capteurs et actionneurs boutons poussoirs. Et d'une partie supérieure qui va se composer d'un petit microcontrôleur qui est déjà programmé en fait dans la carte comme programmeur débugger. Ainsi, vous allez pouvoir, grâce à cette partie de la carte, programmer via le port mini USB qui est ici la carte, donc téléverser mon programme, et une fois que les programmes sont dedans, débugger le programme à l'aide de points d'arrêt, de breakpoints, passer en mode pas à pas, et également visualiser l'entièreté de la mémoire et des registres internes sur l'interface de développement, donc le logiciel que vous allez utiliser. Petite remarque, si jamais vous créez votre propre carte, vous pouvez également la programmer via la sonde JTAG qui est ici. Il suffit de relier cette sonde-là à différentes pins du microcontrôleur et de la carte que vous avez créée, et vous pouvez vous en servir comme programmeur débugger également. Pour ce faire, il faudra enlever les deux jumpers qui sont situés ici. Par défaut, nous, on va les laisser activés puisque ce programmeur débugger va utiliser pour cette carte-là. On note également que cette carte a été modifiée par le professeur avec l'ajout de deux fils ici qui sont reliés sur les broches PA2, PA3 et PA2 du petit microcontrôleur là et également PA2, PA3 du STM32F407. J'y reviendrai dans un instant. Enfin, on remarque un cavalier qui est ici. Ce cavalier vous permet, en l'enlevant, de pouvoir mesurer le courant avec un ampèremètre et donc la consommation du microcontrôleur par rapport au programme que vous effectuez. Attention, ne pas oublier de remettre ce cavalier, sinon le microcontrôleur n'est plus alimenté lorsque vous alimentez la carte. Lors de l'alimentation de la carte, la LED ici s'allume en rouge, synonyme que la carte et le programmeur débugger est prêt à fonctionner. La LED ici est la LED d'alimentation. Ensuite, vous avez sur la carte 4 LED. Alors j'ai intégré un petit programme qui vous permet de visualiser ces 4 LED. Une LED verte qui clignote ici, une LED orange qui clignote là, une LED bleue qui clignote actuellement ici, et une LED rouge qui clignote actuellement là. Ces 4 LED, ils sont reliés sur 4 broches du microcontrôleur. On va tout de suite aller voir lesquelles. Pour ce faire, je prends le schéma électrique de la carte que le professeur vous mettra à disposition sur Moodle et sur Teams. Alors, les 4 LED se trouvent sur le folio numéro 6 de la carte et on voit ici ces 4 LED. On voit qu'ils sont reliés aux broches du microcontrôleur PD12, PD13, PD14 et PD15 pour chacune des LED. On peut voir également ici qu'il y a un bouton de reset qui est relié sur la broche NRST. NRST va automatiquement reset le microcontrôleur lorsque celle-ci va être activée. Donc c'est le bouton poussoir noir de la carte qui est le bouton reset. En effet, si je laisse appuyer dessus, on voit que plus rien ne fonctionne. Je relâche, le microcontrôleur se reset. Et il y a un autre bouton que vous pouvez utiliser, celui-là, c'est le bouton bleu. Et ce bouton bleu est relié sur la borne PA0, ici. Alors, on va s'intéresser également à différents composants. Vous trouverez sur la carte un composant au centre des 4 LED, qui est ce petit composant-là. Ce petit composant-là est un LIS302DL, c'est un accéléromètre. On peut aller voir sur le schéma électrique, il est exactement sur la même page qui est ici. C'est un accéléromètre 3 axes avec lesquels on va communiquer en SPI. Donc les broches SPI de SPI1 du microcontrôleur, c'est-à-dire PA7, PA5 et PA6, sont reliées à ce composant-là et le
chip select du composant est relié sur la broche PE3. Un petit exemple, actuellement dans la carte, j'utilise l'accéléromètre pour récupérer l'affichage et suivant l'inclinaison, je vais faire clignoter plus ou moins la LED, plus je penche, plus je fais clignoter la LED. Donc c'est pour ça que vous avez les LED qui clignotent suivant comment j'incline la carte. Alors un petit point sur le schéma électrique qui dispose d'autres capteurs, donc je vous les laisserai découvrir un peu plus en détail. Et on va revenir sur le schéma en lui-même. On voit ici le microcontrôleur avec un quartz d'alimentation. C'est le quartz qu'on va pouvoir retrouver ici. Donc on a un quartz interne et un quartz externe. Nous utiliserons au maximum le quartz externe qui est de 8 MHz. Néanmoins, ce microcontrôleur dispose d'un circuit PLL qui permet de booster la fréquence jusqu'à 168 MHz. On va également retrouver sur ce microcontrôleur, bien entendu, des étages d'alimentation pour pouvoir fournir du 5 volts à la carte et du 3 volts. On a ici en entrée une alimentation qui vient de l'alimentation USB, qui sert, donc l'alimentation 5 volts, qui sert à protéger l'alimentation 5 volts et également à fournir du 3,3 volts sur toute la carte. Vous allez retrouver sur la carte plusieurs pins, donc c'est dans le folio numéro 1 tout en haut que vous voyez ici. Vous avez deux headers, ce header là et je vais enlever la webcam, voilà, ce header ici et ce header là. On peut voir que les headers sont branchés à certains ports de la carte. Vous les retrouverez écrits en blanc sur la carte ici. Donc voici les deux headers, celui-là et celui-là. Et vous retrouverez sur la carte les différentes connexions qui sont ici avec les noms. Vous remarquerez par exemple que sur les pins supérieurs et les pins inférieurs du header, vous avez toujours des masses. Vous pouvez également voir que vous avez ici 5 volts, 3 volts de l'autre côté, et vous avez plusieurs broches 5 volts et 3 volts. Ainsi, si vous voulez connecter un composant, vous pouvez prendre directement la borne 5 volts ici. Attention, il faudra bien regarder le schéma électrique. Certaines bornes 3 volts et 5 volts viennent directement de... Par exemple, cette borne-là de 3 volts qui est la broche numéro 4, la broche numéro 6, pardon, ici, vient du 3 volts qui sort directement ici de l'alimentation. Ainsi, vous avez directement une alimentation qui ne vient pas du microcontrôleur, mais du régulateur. Certaines de ces broches viennent du régulateur. On peut voir généralement qu'on a 5 volts dans la carte, 3 volts, et on a également 2,5 volts pour l'utilisation sur certains capteurs. Enfin, on va trouver d'autres capteurs que vous pouvez utiliser pour vos TP, notamment ici un convertisseur digital analogique Cyrus qui est relié à une sortie avec un jack pour pouvoir émettre un signal audio audible, un microphone qui se trouve ici et une interface USB pour pouvoir, ici micro USB, pour pouvoir utiliser par exemple une interface avec un PC. Vous trouverez de plus amples informations sur le schéma électrique de la carte et également lorsque vous téléchargez la bibliothèque qui vous permet de générer un projet sur CubeMX, cette bibliothèque contient de nombreux exemples. On va la voir tout de suite en détail. Alors la bibliothèque s'appelle... Je vais lancer CubeMX pour vous montrer de quoi je veux parler. Donc la bibliothèque, c'est l'équivalent du firmware, hein. Vous la trouverez sur Moodle également, mais lorsque vous allez pour la première fois générer un code, que ce soit avec CubeIDE ou que ce soit avec CubeMX, il va automatiquement télécharger cette bibliothèque. Pour savoir où elle se trouve, il suffit d'aller dans Updater Settings. Donc chez moi, elle se trouve à ce lien-là.
je vais aller à cela. Voilà. Et donc, dans cette bibliothèque, donc là, moi, j'en ai téléchargé plusieurs. La dernière à jour dans la date de cette vidéo est la 1.25.2. Si je clique dessus ici, je vais avoir les différents fichiers qui aident à la compilation des programmes, mais je vais également avoir dans l'onglet Project, suivant la carte que vous utilisez, donc nous on utilise la STM32F4-Discovery qui est là, vous allez avoir des exemples. Et donc vous voyez, vous avez des exemples pour l'ADC, le Digital Analogic Converter, donc ce que je vous disais, l'I2C, etc., etc. Et donc tout ça, vous allez avoir des exemples d'utilisation qui peuvent vous aider à utiliser les différents capteurs. Hop, je me rends compte que je n'avais pas mis la vidéo, je m'excuse, je recommence. Donc, dans l'onglet de la bibliothèque, vous avez un onglet Project, vous cliquez sur l'onglet Project, vous cliquez sur votre carte, nous c'est S32F4 Discovery, et ensuite, dans Exemple ici, vous avez toute une pile d'exemples qui vous aideront pour les différents capteurs réactionneurs de la carte que vous voulez. Et vous allez trouver des fichiers sources avec les codes en C que vous souhaitez. Alors, une dernière petite chose à vous montrer. Cette carte STM32, je lui ai fait une petite modification. Cette petite modification, c'est l'ajout de deux fils qui sont ici, reliés sur PA2, PA3 et PA2, PA3 de ce microcontrôleur-ci. Alors, on va retourner sur le schéma électronique. Quel est l'impact? Si je regarde au niveau du microcontrôleur, qui est ici, PA2 et PA3, ce sont les broches de l'UART2 du microcontrôleur. Et si je regarde PA2 et PA3 ici, elles ne sont pas peuplées. Donc on voit une croix ici et on voit une croix ici. Néanmoins, lui, qui est programmé en usine par ST Microelectronics, donc celui-là, c'est le petit qui est là. Hein. D'accord? Et si vous reliez PA2, PA3, eh bien en fait, lui est capable d'émuler un port COM. Donc il fait croire, enfin, il fait pas croire, il fait un pont entre un port série qui vient du PC et le port série du STM32. Et donc lorsque j'alimente la carte, si je fais un clic droit sur l'icône de Windows et gestionnaire des périphériques, ici, si je vais voir dans port COM, je vois qu'ici, j'ai ST Electronics ST-Link Virtual COM Port. Donc il a détecté un port série en fait. Donc vous n'avez pas besoin de port série réel. En fait, lui s'occupe de l'émuler et donc de faire le pont. Et vous pouvez développer des applications avec une liaison UART. Donc il faut utiliser UART2 pour que ça marche. Et je vous montre, par exemple, dans le petit programme que j'ai fait, là, j'ai utilisé l'accélérateur 3 axes. Sur l'axe X, eh bien, j'ai les LED qui clignotent plus ou moins. Et sur l'axe Y, pareil. J'ai plus ou moins de clignotement à gauche ou à droite. Par contre, j'en ai pas sur l'axe Z. Eh bien, je vais envoyer sur PuTTY l'axe Z. Donc en RS132. Donc moi j'utilise, après vous utilisez un hyperterminal, hein. Moi j'utilise PuTTY par exemple. Moi ici je suis connecté sur le COM4, donc je vais me mettre en série, je vais mettre le port 4. Et moi j'ai configuré, donc quand j'ai fait mon programme, une vitesse de 19200 bauds. Hop, j'ai le terminal qui s'affiche. Et voilà, donc j'envoie mon programme envoie en continu la valeur de l'accéléromètre. Je vois que si je retourne la carte, j'arrive dans le négatif. Donc ça va bien vous être utile. J'ai fait une autre vidéo qui vous explique comment intégrer la librairie USART2, donc librairie qui sera à disposition sur Moodle également, pour pouvoir réaliser une interface série avec, le PC, entre le PC et la carte microcontrôleur. Voilà, c'est tout pour cette carte. N'oubliez pas que cette carte est une carte nue, donc elle est fragile, elle est sensible aux différents courts-circuits. Malgré le fait que le PC propose une protection contre les courts-circuits sur le port USB, il se peut que vous grillez la carte si par exemple vous mettez en contact le header de la masse, si vous faites un court-circuit entre la masse et le plus 5 volts sur les headers. Donc faites attention lorsque vous l'utilisez.
Je vous remercie.